Messieurs, dames, bien le bonjour. Quel début en fanfare. Je me suis trompé d'écran sur la Game Boy, tu vois. C'est ça que je voulais mettre. C'est ça que je voulais mettre. Et on commence pleine balle, pleine gueule. C'est surprenant. C'est vrai que c'est surprenant, mais très heureux de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien. Quelle semaine marathon qui se termine du côté juste milieu. J'étais du côté de Paris hier pour une surprise. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Ça sortira dimanche. Voilà, j'étais très content de faire ça avec d'autres choses qui vont arriver. Les amis, j'espère que vous allez bien, que la semaine a été bonne pour vous, avec beaucoup d'actualités, beaucoup. Tu vois, j'ouvre la chemise parce que ça va râler aujourd'hui. Ah, ça va chier des bulles carrées. On va parler bien évidemment de ce qui se passe du côté de l'Ukraine une fois de plus avec des décisions qui commencent à devenir plus qu'inquiétantes. Le comportement d'Ursula von der Leyen. J'ai mis Mbappé parce qu'on a du nouveau là, dans le plus grand cabaret du monde. Alors qu'on appelle techniquement équipe de France de football, mais c'est vrai que c'est le cirque petit à petit. On va en parler un petit peu. Et puis voilà, on va papoter les amis. On est ensemble pour une heure. Quel plaisir d'être avec vous les amis. Une semaine. Ah, je suis heureux. Ah, je suis content aujourd'hui. Je suis content, je suis soulagé. La bonne semaine, tout se passe bien dans l'univers juste milieu. Ça se développe à vitesse grand V. Il y a de la surprise qui arrive. Vous allez voir plein de vidéos qui arrivent là dans les semaines à venir. Donc c'est que du plaisir. Je remercie de toute évidence. Je remercie Agror qui a subprime, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, cher ami. Je dis bonjour à Ulisiana, première fois sur le chat. Il y a Miss Deans que j'embrasse, ma Miss Deans, c'est le 6e mois, une demi-année déjà, c'est vrai. Merci beaucoup pour le subprime confidentiel qui a subprime 5e mois. Merci et confidentiel qui nous dit bonjour à tous, salut Rémi, heureuse de trouver à nouveau le temps de papoter avec vous. Bienvenue à la maison. Merci à Daddy Ornod qui a subprime à 96 nano fromage, c'est le 4e mois. Alors je préfère vous le dire tout de suite, j'ai une dalle. Tango la Dallas, comme on dit. J'ai faim. Donc, nano fromage, déjà, tu vois. Ah, ça me fait plaisir. Merci à toi de 76 qui vient de sub. C'est le 7e mois. Incroyable. Et puis, bonjour à tous les copains. Il y a mon Dan Boss, il y a Cash Thunder, il y a Tofer 60, Juju l'Alsace, il y a Miss Dins que j'embrasse, on l'a dit. Il y a Cesdel, Matt le Z. J'ai vu qui d'autre par mes amis. Il y a mon Jean-Louis qui est là. Il y a tout le monde. J'en peux plus. Il y a Christophe 15 000. Il y a tout le monde. On est une famille quelque part. On est une famille. Hein. Parce que tu vois, maintenant en plus on va se reconnaître. T'as les t-shirts, t'as tout ça. T'as les t-shirts juste milieu et tout. Maintenant, ça y est, on est une véritable. Voilà, il y a Last Shack également qui est là, Adrien B38, il y a tout le monde, Altaran officiel que j'embrasse, Lénis 23, il y a tout le monde. On est une famille, hein. Vous le savez, avec la juste boutique. Là, c'est complètement zinzin. Vous êtes des zinzins. On a envoyé déjà bientôt une centaine d'articles. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Je remets le lien dans le chat si jamais vous voulez faire un petit tour. En plus, il y a la collection La Farce Tranquille qui est sortie. Mais c'est complètement zinzin. Maintenant, vous allez croiser des gens avec des t-shirts. Hein. Avec des t-shirts comme ça, juste milieu et tout. Non, mais c'est absolument fou, je le dis. Hein. Il n'y a pas à chier. La juste famille, quelque part. La juste famille. Mais il faut continuer à se fendre la gueule. Parce que c'est vrai que là, ça devient coton. Hein. On va en parler un petit peu aujourd'hui, forcément. Ça devient cotonasse, hein, parce que Ursula von der Leyen va falloir faire quelque chose. On va revenir aussi. On va revenir sur l'affaire Katniss. Commence à me courir sur le haricot cette affaire. Ouais, la France Insoumise, ils sont en train d'apprendre la nuance, tu vas voir. Ouais, Manuel Bompard qui a dit bon, si c'est qu'une gifle, effectivement, c'est moins grave qu'un mec qui bat sa femme tous les jours. Et le problème, c'est qu'il a raison. Et sauf que ça fait un paquet d'années que cette gauche morale idéologisante tombe sur la moindre personne qui tiendrait ce genre de propos. Et puis forcément, derrière, t'as Marlène Schiappa qui est intervenue. On va se régaler, voilà. On va se régaler. Vous allez voir, on va se régaler. Donc, il y a ça, mais avant tout ça, les amis, avant d'aborder tous ces sujets-là, parce qu'il y a les plus fidèles des fidèles qui sont là. Qu'est-ce que je suis allé bricoler hier à Paris? Qu'ai-je donc été faire dans cette galère? Eh oui, hier j'ai pris le train. J'ai pris le train Lausanne-Paris parce que j'ai eu une proposition. C'était mardi. Je suis allé
rencontrer. Vous suivez sûrement peut-être, et ça sortira dimanche, donc c'est du tout frais. Je suis allé tourner le format chez l'ami Eric Morillo, les incorruptibles, que vous connaissez peut-être. Eric qui m'a fait l'amitié de me proposer de venir donc faire son émission, et par l'intermédiaire, donc on a été mis en contact par Greg Tabibian, que je remercie, que j'embrasse. Greg Tabibian, on s'échange de temps en temps des messages, et c'est Eric Morillo qui a demandé à Greg mon numéro, mes coordonnées, que bien sûr, j'ai dit à Greg, bien sûr, file-lui avec grand plaisir. Et donc c'est allé très vite, hein. Mardi, on s'est téléphoné avec Eric, qui m'a dit, voilà, il sort un peu la deuxième saison de son émission Les Incorruptibles et tout ça, est-ce que t'es dispo? Je lui dis, bah, si tu veux, semaine pro. Il me dit non, jeudi. Vendu. Donc voilà, ça a été une journée un petit peu marathon hier, je vous cache pas que je suis un peu... Je suis plus tout frais quand même. Je suis plus tout frais, mais en tout cas, voilà, hier on a enregistré ça, c'était vraiment un grand plaisir de rencontrer Eric Morillo, de discuter avec lui, de papoter. Donc merci à mon Greg, merci à Eric. Ça sortira dimanche, alors je peux vous donner un petit peu le programme. Bien évidemment, tout le monde, hein. Rendez-vous sur la chaîne Les Incorruptibles d'Eric Morillo. Et il y aura, je mettrai les 10 premières minutes sur Juste Milieu, mais l'idée c'est justement de reconduire sur la chaîne d'Eric pour voir la version en entier. 1 heure et demie de papotage. Ah, je me suis livré. J'ai révélé des choses que j'ai jamais dites jusqu'à présent. C'est un vrai journaliste, il m'a cuisiné façon Gribiche. Non, c'était beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Donc voilà, et puis je voulais en papoter avec vous. C'est les incorrectibles en plus. Qu'est-ce que je raconte? Mais absolument, je suis un abruti, tu vois. Je te dis, je suis fatigué. C'est les incorrectibles, pas les incorruptibles. Bon, ça revient au même, tu vas me dire. Mais c'est les incorrectibles, absolument. Je suis un zinzin. Donc voilà, les incorrectibles. Le canapé est absolument confort. Alors c'est vrai que t'as un truc un peu, tu sais, torticolis, parce que t'es comme ça. Mais bon, on a déconné, c'était très chouette. Et c'est un peu le débat que je voulais faire avec vous. On en a papoté avec Rick, qui a absolument rien de fait encore. Mais je voulais en papoter parce qu'on a discuté un peu de l'épisode. Alors pour vous mettre en contexte, Eric Morillo anime aussi maintenant le Bistrot Liberté sur la chaîne TV Liberté, donc TVL maintenant il s'appelle. Et donc une chaîne qu'on range, hein, clairement à l'extrême droite, mais parce que bon, il faut de tout, hein. Il y a aussi Mediapart, tu vois, de l'autre côté, ou le média, ou machin, ça dérange pas. Et il y a eu une émission super, c'était la semaine dernière. Donc dans ce bistrot, il y a plusieurs intervenants. Il y a eu mon Greg qui était là. Il y avait Juan Branco. Il y avait Pierre Gentillet, Alexis Poulain du Monde Moderne, qu'on embrasse. On embrasse nos amis modernos. Et également Didier Maisto. Et merci à Infidèle 666 qui vient de sub. Merci beaucoup. Et l'émission était très chouette. Je veux dire, on a un nuancier d'idées qui est quand même qu'on voit rarement aujourd'hui dans les médias. Juan Branco, si vous voulez, si Juan Branco est d'extrême droite, moi je suis majorette. Donc tu vois, enfin faut pas déconner. L'émission était très chouette, et sauf que j'ai appris, j'en ai parlé avec Eric, que Greg a reçu beaucoup de messages d'insultes du fait d'être allé là-bas. Et ça m'emmerde énormément. Donc bien sûr, soutien à Greg, bien sûr. Mais je voulais voir avec vous, les amis de Twitch, est-ce que ça vous tente que je bricole, que j'aille là-bas? Moi, j'ai très envie de le faire parce que c'est la ligne juste milieu. J'ai vraiment envie d'y aller et tout comme si on m'invite chez le Média, sur Mediapart, chez Usul, j'irai volontiers. J'attends juste les invitations, hein, bien évidemment. Mais je trouve ça vraiment chouette mais qu'on puisse débattre en fait. Parce que c'est bien de se plaindre dans nos vidéos ou je sais pas où qu'il n'y a pas de débat, que oh, la France, et on regarde la télé, il n'y a pas de débat. Et ben moi en fait, je me dis si on a des occasions de le faire, que ce soit sur une chaîne d'extrême droite, d'extrême gauche, de gauche, de droite, en fait je m'en cire quoi. J'ai fait François aujourd'hui, j'ai fait Le Crayon, maintenant Eric Morillo. Et donc s'il y a cette possibilité-là, moi je vous avoue que j'ai très envie d'y aller. J'ai très envie d'y aller parce que je trouve ça chouette. Plus c'est un format cool. Si je peux avoir l'honneur en plus de rencontrer des personnages comme Pierre Gentillet, comme Alexis Poulain, voilà, en plus c'est un grand plaisir. Donc voilà, pareil. Hein, enfin, en fait, quand je vous dis que je suis prêt à aller de partout, honnêtement, je suis bonnard. Blast aussi, bien sûr, si ça se fait avec Blast, je suis vraiment partant. Partant à fond parce que je trouve que c'est le but du jeu. Et alors bon, il y aura peut-être des limites. Touche pas à mon poste, je suis pas sûr. Mais de toute façon, l'invitation n'est pas faite et se fera sûrement jamais. Mais au-delà, effectivement, il y a Seman qui dit ça. Il y a la question de visibilité, effectivement, que la famille juste milieu s'agrandisse, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est surtout que je pense qu'il faut maintenant
il faut assumer. Il faut assumer le fait de vouloir créer le débat, de vouloir proposer aux gens des espaces de réflexion, et que c'est peut-être trop facile aussi de me plaindre sur Twitch, ouais, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de débat. Mais à un moment donné, il faut y aller. Donc, je me dis, s'il y a la possibilité, les amis, je crois que ça va se faire. On va peut-être voir ma tronche un petit peu bonhomme, mais néanmoins audacieuse, un peu à d'autres endroits. On va voir. C'est possible. Je vais porter la juste parole, hein, la parole de la famille, hein. Je vais défendre la boutique maintenant. Ah, et c'est bien de. Tu sais, j'avais ma petite boutique, vous étiez là, vous dites, bon, t'es sympa, Rémi et tout. Là, maintenant, on va défendre la boutique, hein. Je prends mon bâton de pèlerin et puis on y va. Donc voilà, voilà les amis, si ça peut se faire, honnêtement je comptais dire oui à Eric bien sûr, hein, et à TVL s'il souhaite m'inviter, je comptais vraiment le faire, donc je pense qu'on va y aller, hein. On va y aller. Donc voilà les amis un petit peu sur le pourquoi du comment. J'étais du côté de Paris hier et donc voilà, ça sort dimanche. Ça sort dimanche. Rendez-vous dimanche à 18h sur la chaîne Les Incorrectibles d'Eric, bien sûr. Et comme je vous ai dit, sur Juste Milieu, on mettra juste les 10 premières minutes. Et puis l'idée, c'est bien sûr, tout le monde se retrouve chez Eric. Merci à lui encore. Ah, ouais, j'étais content. C'était chouette. On a parlé de plein de choses. Ah, il y a eu de l'Ukraine, il y a eu la gauche, il y a eu le féminisme, il y a eu l'extrême droite, il y a eu le fascisme. On a parlé de l'humour, on a parlé de Dieudonné, on a parlé de la censure, on a parlé de pédocriminalité. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Je suis sorti de là, j'étais un fer à repasser. Je marchais je errais dans la rue. Donc, mais c'était chouette. Voilà. Donc le rendez-vous est donné. Je vous en reparlerai, les amis. Voilà les copains, ce qu'il en est. Alors, on va parler d'actualité parce qu'on a quand même un joli programme aujourd'hui qui nous attend. Je sais même pas par où commencer. C'est le bordel. Globalement, c'est le bordel. On va commencer avec cette vidéo plus qu'inquiétante d'Ursula von der Leyen. Alors, comme vous le savez, c'est les élections du côté de l'Italie, moment d'élection pour savoir qui sera le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre du côté de l'Italie. On a Giorgia Meloni, présidente du parti Fratelli d'Italia, qui est parti d'extrême droite. Mais on a une alliance de droite aujourd'hui, qui est une configuration qu'on a retrouvée en Suède, avec la victoire des démocrates de Suède qui ont remporté les législatives. Et en Italie, on a à peu près la même configuration avec une alliance de droite. Alors, regardez quand vous voyez des articles qui disent l'extrême droite au pouvoir, c'est une alliance. Tout comme si on avait dit avec la NUPES, l'extrême gauche au pouvoir, ben non, c'est une alliance de la gauche, la NUPES. Là, on a une alliance de la droite. Ce qui était d'ailleurs un petit peu l'idée d'Éric Zemmour, hein, qui a foiré, mais c'était un petit peu l'idée. Et donc on a potentiellement cette alliance qui va arriver au pouvoir. Et voilà ce que dit Ursula von der Leyen à ce sujet. We'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. If things go in the right direction, and people, as a body that is always where always governments have to be accountable to, play an important role. Alors, c'est de l'anglais, mais la traduction, elle nous est offerte. Hein. Nous verrons le résultat du vote. Si les choses vont dans une direction difficile, nous avons des outils comme dans le cas de la Pologne et de la Hongrie. Donc, aujourd'hui, on en est, là encore, vous connaissez la maison, en ce moment, je suis grognon. Aujourd'hui, on est très clairement dans une configuration où l'Union européenne, par l'intermédiaire de sa présidente du Conseil européen, Ursula von der Leyen, ne se cache plus pour mettre la pression sur la politique intérieure des États. C'est-à-dire que désormais, alors que l'Union européenne était un symbole de liberté, d'indépendance des États, tout ça, il n'en est rien, il n'en est plus rien en tout cas, et on a la présidente du Conseil européen qui menace directement les États qui ne voteraient pas dans le bon sens, donc savoir progressiste Macron en fait, Macron, Scholz, tout ça. Les États européens qui ne voteraient pas dans le bon sens auraient des menaces, donc elle cite la Pologne, c'est ce qui s'était passé sur la Pologne avec la suspension de l'argent sur le plan de relance européen, You Next, je sais pas quoi, estimé à 700 milliards d'euros, quelque chose comme ça. La Pologne devait toucher une certaine somme, sauf que ils ont pris des décisions notamment sur le fait que le droit polonais était supérieur au droit européen. L'Union européenne a dit, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous êtes indépendant. Par contre, l'argent qu'on devait vous donner, va falloir se le ranger dans le bocal à cornichons. Et donc voilà, l'Union européenne ne se cache plus de ses comportements autoritaires. Et toujours sur Ursula von der Leyen, on a également, et ça c'est un article, par exemple, Florent Philippot en a parlé, Karen Tardy, un article de La Libre en Belgique,
qui relaie les propos d'Ursula von der Leyen hier, le 22 septembre. Ursula von der Leyen s'oppose aux appels à un cessez-le-feu en Ukraine. Il y a beaucoup en jeu, pas seulement pour l'Ukraine. Donc on a un comportement belliqueux d'une femme qui a un comportement autoritaire, voyons les choses telles qu'elles sont, et Ursula von der Leyen, aujourd'hui, est-elle responsable d'un ensemble, d'une union démocratique ou officiellement autoritaire? Voilà, je crois qu'on a franchi un cap avec cette dame qui intervient aussi bien dans la politique sanitaire de l'Union européenne que dans le contexte de guerre, qui est en train d'entraîner l'Union européenne dans la guerre, soyons-en sûrs, avec le relais de certains présidents qui abondent dans ce sens, à savoir Emmanuel Macron, qui a fait un discours à l'ONU où il entraîne la France officiellement dans la guerre, soyons-en sûrs. Je ne veux pas vous faire peur et faire du BFM TV, mais tout ça est sous nos yeux. Voilà, c'est la Libre qui traduit. On a un comportement de dirigeants belliqueux qui souhaitent aller vers la guerre, qui souhaitent aller vers le conflit. Quand on appelle, quand on s'oppose à un cessez-le-feu, quand même du mal à penser que l'Union européenne est désormais un état de paix, de je sais pas quoi, de bidule. Donc, avec en plus des menaces sur le fonctionnement interne des États. Rappelez-vous, ce qu'avait révélé, c'était le New York Times, si je dis pas de bêtises, ou le New York Post, enfin, un grand journal américain, qui avait révélé au moment du second tour des élections présidentielles en France, qui avait révélé que l'Union européenne envisageait un embargo sur le pétrole russe, ce qu'on a vu après coup, mais que cet embargo aurait lieu après les élections françaises pour ne pas que ça favorise Marine Le Pen. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser quand même des questions sur le fonctionnement de cette Union européenne, sur la façon dont elle est régie, avec une corruption apparente, les fameux SMS de Ursula von der Leyen, qui a été relevé au sein même de l'Union européenne par des gens qui ont demandé à voir ces SMS. Je pense à Emily O'Reilly, il me semble, qui est là, pas la coordinatrice, mais personne en charge au sein de l'Union européenne de relever ces affaires-là. On n'a jamais eu de réponse, donc on a une union dont certains dirigeants sont corrompus, officiellement, parce que Ursula von der Leyen avait les mêmes affaires au cul quand elle était ministre de la Défense en Allemagne, sauf que là on touchait au secteur de l'armement. Donc c'est la même chose. Et donc au bout d'un moment, tous ces éléments, il faut les regarder. Alors il y a un bouquin, et que Greg, encore lui, que Greg Tabibian avait évoqué dans une de ses vidéos, et j'ai commandé, il faut que je le lise bientôt, ou je dois le commander, je n'ai pas encore commandé. J'ai noté sur le téléphone, tu vois. Ça c'est le juste téléphone. Ah, j'ai les infos, là, la marche du monde, elle est là-dedans. J'ai les notes, c'est le bloc-notes. La grande dissimulation de Christopher Booker et Richard North, Greg Tabibian en avait parlé, et c'est un bouquin qui a été fait par deux universitaires américains qui ont retrouvé les archives, un peu le projet de base de l'Union européenne. Et on a un projet qui effectivement, qu'on soit bien d'accord, je fais un pont, je précise que c'est un pont, c'est une réflexion, je ne vous dis pas que l'Union européenne est un État nazi, qu'on soit bien d'accord. Mais on a quand même une Union européenne qui, historiquement, dans ses fondations, né sur les cendres du Troisième Reich. Et on sait que le Troisième Reich s'est diffusé dans le monde, et ça c'est renseigné dans beaucoup de livres d'histoire. Je pense notamment à l'opération Paperclip aux États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a le procès de Nuremberg en 1947, où les hauts dignitaires nazis vont être condamnés, certains mis à mort. Et on a les États-Unis qui exfiltrent 1500 scientifiques et autres nazis pour les faire venir aux États-Unis. Et on se retrouve avec des types qui, derrière, ont bossé sur la bombe atomique, ont bossé sur beaucoup de choses. Et cette opération Paperclip, c'est très intéressant. Il y a plein de documentaires, hein, d'Arte, de tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce que je vous dis, bien sûr, est sourcé. Hein. Donc, on a des hauts dignitaires nazis qui ont continué, d'une manière ou d'une autre, à répandre, en tout cas, leurs connaissances, peut-être même leur idéologie. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est le cas. Là encore, je prends d'énormes pincettes, mais j'essaie de construire un peu cette réflexion. Il y a un lien là-dedans. On a eu des hauts dignitaires nazis qui partaient en Amérique du Sud, par exemple. On en a eu qui sont restés en Europe. Et je pense par exemple au bouquin formidable de Johann Chapoutot, qui est historien du nazisme, historien français du nazisme, qui est une personne formidable, si vous avez l'occasion de regarder ses vidéos. Et il a écrit un livre qui s'appelle Libre d'obéir, un livre formidable, je ne sais pas si je ne l'ai pas là d'ailleurs. Je ne veux pas vous dire de conneries, il est peut-être dans la bibliothèque. Ah non, il est chez moi, il est dans ma maison. Et Johann Chapoutot explique, donc il parle, je vais vous retrouver le nom de ce membre du régime nazi
Reinhard Heun. Voilà, c'est ça. Reinhard Heun. Donc, je vais vous montrer le monsieur. Reinhard Heun, qui était donc voilà, qui a été donc juriste, historien allemand, membre du parti nazi, officier SS Oberführer. Il est l'adjoint de Reinhard Heydrich au SD pendant les années 1930. Ce monsieur, en fait, était en charge euh, un peu de l'organisation des camps de concentration. Il a eu un rôle très précis et renseigné sur l'organisation des camps. Et en fait, ce monsieur, Reinhard Heun, est à l'origine, il y en a eu d'autres bien sûr qui ont amené leur pierre à l'édifice, mais est à l'origine des théories du management, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et c'est ce qu'explique Johan Chapoutet dans son bouquin formidable, au titre en plus, je trouve le titre est génial, Libre d'obéir. Ce monsieur a fui l'Allemagne nazie après la guerre, s'est retrouvé notamment aux États-Unis, avant de revenir en Allemagne pour occuper des postes politiques au su et au vu de tout le monde. Et il a développé des théories du management qui sont encore appliquées, alors qu'ont été améliorées et retravaillées depuis, mais qui sont encore appliquées dans des entreprises. Et il a été élevé au rang d'un des pères du management moderne, alors que toutes ces théories avaient été développées dans les camps de concentration nazis. Donc, on voit qu'il y a une filiation historique qui est plus qu'inquiétante. Et il y a Cook 54 qui dit dire cela nous fait passer pour des complotistes. Alors peut-être, mais dans ce cas-là, Johan Chapoutot aussi, les documentaires Arte sur l'opération Paperclip, on peut aller sur YouTube. Hein. Vous tapez opération Paperclip, vous allez voir, il y a des documentaires très bien. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, il y a plein de documentaires là-dessus qui sont renseignés. Vous pouvez trouver des choses super. On en parle partout. Vous allez à la Fnac, vous allez trouver plein de livres sur ça. Hein. Vous allez trouver plein de livres sur cette opération-là. J'en ai quelques-uns à la maison, je pourrais vous donner des titres si ça vous intéresse. Et tout ça est renseigné. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir. Je ne dis pas que c'est le cas, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas que l'Union européenne est un régime nazi, qu'on soit bien d'accord. Parce que je veux juste dire que historiquement, on a des ponts plus ou moins évidents, plus ou moins renseignés, qui devraient nous mettre en alerte. Parce que on voit aujourd'hui, pour revenir à l'Union européenne et au comportement d'Ursula von der Leyen, on a un comportement guerrier, officiel, entièrement dépendant des Américains. C'est l'OTAN. Hein. Là encore, hein, je papote un petit peu, hein, je suis un petit peu long aujourd'hui, mais tu vois, hier j'ai parlé pendant une heure et demie, je suis chaud maintenant. Sur l'OTAN, il y a eu un hors-série formidable du monde diplomatique. Donc tu vois, je suis pas en train de te donner la revue complotiste, Canon, je sais pas quoi. Le hors-série du monde diplomatique sur l'histoire de l'OTAN, moi j'étais en kiosque, j'ai acheté, hein, c'est sympa comme tout. L'OTAN est fondée en 1951 avec une volonté claire qui était de lutter contre le bloc communiste. Donc il y avait déjà un conflit États-Unis-Russie, l'URSS à l'époque, mais Russie aujourd'hui. C'était clair. Et en réponse, en 1955, l'URSS crée le pacte de Varsovie et crée un petit peu la même chose, une alliance d'États soviétiques pour lutter contre l'expansion des Américains, l'expansion américaine, à la fois culturelle, mais aussi militaire et tout ça. Et après, s'en suivent la crise des missiles de Cuba en 61 et autres. Donc, tout ça est clair. L'OTAN, la visée première de l'OTAN est une visée anti-soviétique à l'époque, donc anti-russe aujourd'hui. Donc, quand on voit des médias qui s'étonnent en fait de ce qui se passe, en disant ouais, mais en fait que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est la liberté, la Russie se dit encerclée, mais c'est pas si évident. Mais bien sûr que si, c'est évident. Bien sûr que si, c'est évident. Les États-Unis n'accepteraient pas que la Russie foute des missiles à Cuba aujourd'hui ou au Mexique. Ce serait absurde. Les États-Unis se sentiraient en menace, en danger. Et c'est logique. Et ben, là, on demande à la Russie d'accepter ça. Bien évidemment, ça n'excuse pas tout. Bien évidemment que Poutine a aussi un comportement belliqueux qui veut entraîner vers la guerre. Qu'on soit bien d'accord, parce que je préfère anticiper sur les procès en bêtises quand on me donne des intentions et tout ça, mais je précise quand même. Et donc aujourd'hui, on voit bien que l'Union européenne est officiellement sous le joug américain via l'OTAN. L'OTAN que Emmanuel Macron dépeignait comme un organisme en état de mort cérébrale en 2019. Et en 2022, il faut nous entraîner dans la guerre pour des enjeux qui sont les enjeux de l'OTAN. Ce ne sont pas les enjeux de la France.
L'Ukraine, au bout d'un moment, quand tu vois tous ces types qui mettent un drapeau ukrainien sur Twitter, ils pensent encore que Kiev, c'était un meuble chez Ikea il y a 2 mois. Tu vois. Donc il faut arrêter les conneries. Et donc voilà un petit peu ces réflexions-là. Et aujourd'hui, le comportement d'Ursula von der Leyen, à mon avis, on franchit un cap. Vraiment, on franchit un cap euh, sur la violence et sur la manière de régir euh, de régir l'Union européenne, qui est un État qui effectivement se comporte comme une sorte de mini-empire sous le joug d'un autre empire où les nations en fait ne sont finalement que des moteurs pour défendre les visées européennes. Que c'est qu'elles soient guerrières, qu'elles soient sanitaires. On a pris l'argent de tous les pays pour commander des vaccins. Et désormais, on a une... Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, c'est... Il y a un groupement... Attendez, ils ont organisé ça il y a pas longtemps. L'ERA, voilà, c'est ça. L'ERA, c'est le site officiel de la Commission européenne, la nouvelle autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. Donc officiellement, les États européens sont délestés de leur capacité sanitaire. Si l'Union européenne dit on commande des boîtes de pâté pour guérir la malaria, on commandera des boîtes de pâté. Parce que c'est eux qui décident. Et puis si le fabricant de pâté, il fait un beau chèque pour corrompre les gens, on commandera du pâté. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà un petit peu où on en est, les amis, sur tout ça. Alors on va voir hein, ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'elle commence à me faire peur. La Cruella en bleu et jaune, elle commence à me faire peur. Va falloir la détendre un jour. Tu sais, la démocratie, un vote, hein, pour dire est-ce que vous confirmez le maintien d'Ursula von der Leyen au pouvoir? Non, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, de partout elle tombe, de partout elle est critiquée. Donc voilà un petit peu. Et pendant ce temps, on a Stéphane Séjourné, euh, compagnon de Gabriel Attal à la ville, hein, il me semble, hein, ça avait été révélé par Gala, qui déclare qu'il est urgent d'enquêter sur l'ingérence russe au sein des partis politiques français et européens. Écoutez. Il y a un certain nombre de partis politiques, notamment classés plutôt à l'extrême droite, qui depuis quelques semaines, je l'ai vu au Parlement européen, Jordan Bardella était l'étendard de ça à la dernière session du Parlement européen à Bruxelles, qui met en cause les sanctions comme étant la cause de l'augmentation des prix, du malheur des Européens, etc. Tout ça, évidemment, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas briser le consensus européen sur ces questions-là. Et là-dessus, je pense qu'il y a un petit travail à faire d'ingérence. Il y a eu vos collègues d'ailleurs du Monde qui ont publié le chiffre de 300 millions d'euros d'argent mis et versé dans des partis politiques pour la propagande russe. C'est une question qu'il faut d'ailleurs qu'on se saisisse assez rapidement. Alors, Stéphane Séjourné, il est mignon comme tout, mais l'ingérence russe, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le pouvoir russe? Est-ce que c'est les oligarques? Il faut l'appeler oligarque. Moi, l'ingérence russe, je suis d'accord avec lui. Et il dit que ça touche des partis classés à l'extrême droite. Alors, à moins que la République En Marche soit classée à l'extrême droite, il faut qu'il fasse attention. Parce que, rappelez-vous l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, où on a Benalla et son collègue Vincent Kras qui ont signé des contrats de prestations de protection dans les locaux de En Marche à l'époque, c'était avant la présidentielle, dans les locaux de En Marche, donc c'est Benalla et Kras qui étaient encore autour de Macron, et qui ont signé les prestations de sécurité avec des Russes, avec des entreprises ou des oligarques russes. Donc il est mignon comme tout, Stéphane Séjourné, mais il faudrait déjà que la République En Marche ait les mains propres sur ce genre de dossier. Parce que là, il se renvoie la bille, mais si on met le pif dans les financements et les intérêts autour d'Emmanuel Macron, voilà, hein, voilà, on va discuter 5 minutes. Donc voilà un petit peu les amis ce qui se dit sur cette affaire-là. On en reparlera très bientôt, mais sans transition, parce que je vous dis aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Hein, on a de quoi bricoler, on a de quoi faire avec l'affaire Quatennens. L'affaire Quatennens. Alors, je vais pas vous divulgacher, on en a reparlé hier avec Éric Morillo, bien entendu, et je vais pas vous divulgacher ce que j'ai dit, mais au bout d'un moment, l'affaire Quatennens, apprenons la nuance, vous connaissez juste mieux. Pourtant, je suis pas le dernier à mettre une crotte de nez dans le pif de la République, des Insoumis, on est bien d'accord.
Mais au bout d'un moment, cette affaire est une affaire de l'ordre du privé. Déjà, on ne comprend pas vraiment comment la presse peut être au courant d'éléments dans le cadre d'une enquête en cours, ce qui est parfaitement illégal. Non, il y a le respect de la procédure, respect de l'enquête, ce qui est le cas sur cette affaire-là, mais ce qui est le cas de manière assez courante et récurrente. Et donc là, tout le monde s'exprime sur machin, sur bidule, et la France insoumise, une fois de plus, se prend les pieds dans le tapis. La France insoumise est en train d'apprendre la nuance. C'est-à-dire que oui, c'est difficile à entendre, mais un homme qui met une gifle à une femme qui met une gifle à un homme d'ailleurs, la question peut se poser, est-ce que si Adrien Quatennens avait reçu la gifle, est-ce qu'on en aurait autant parlé? Mais il faut en parler. On ne sait pas, et je veux pas m'inviter dans le couple de Adrien et Céline Quatennens, mais je parle de manière générale. Oui, une gifle, un acte de violence n'est jamais souhaitable, qu'on soit bien d'accord, dans un sens comme dans l'autre. Mais la nuance répond que tout ça c'est de la vie, tout ça c'est de l'humain. Et un homme ou une femme qui est victime de violence mentale, c'est-à-dire qui pendant plusieurs années va subir une violence mentale, ou il va y avoir un contexte qui va être explosif, où il y a une tension qui va exister au quotidien, ben, au bout d'un moment, on peut perdre les pédales, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vrai que oui, une gifle, dans un contexte où, apparemment, de ce qu'on a pu lire dans la presse, parce qu'on est obligé effectivement de regarder ces détails un peu, ces détails privés, hein, c'est dans la presse, hein. Apparemment, il y a eu des moments où les deux se sont empoignés, il lui avait pris son téléphone, elle a accroché, elle était sur son dos, je sais pas quoi et tout ça. À ce moment-là, oui, un coup peut partir, dans tous les sens. Mais tout ça, c'est de l'humain. Et donc, la France Insoumise, ils sont mignons comme tout, parce que Manuel Bompard est venu mettre de la nuance, regardez. Je ne minimise pas pardon, les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable. Il a présenté ses excuses. Donc non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance, à avoir des principes qu'on doit respecter. Et il faut prendre en compte les paroles de celles qui s'expriment sur ce type de sujet. Voilà, pompe à vélo terrible, Manuel Bompard, je l'aime beaucoup, mais c'est caca culotte. Caca culotte parce que maintenant, ils mettent de la nuance. Alors que, imaginez seulement la réaction de Manuel Bompard si on avait appris qu'Éric Zemmour avait giflé Sarah Knafo, sa compagne. Mais ça aurait été le drame, ça aurait été le feu absolu. Donc, pompe à vélo terrible de la France insoumise qui est en train de se rendre compte du contexte mental, enfin comment dire, de l'idéologisation de ces questions-là et de ce qu'ils font subir à la société. Et donc là, quand c'est chez eux, faudrait la nuance. Mais je suis totalement d'accord avec Manuel Bompard, mais moi j'aurais aimé être d'accord depuis 5 ans. À chaque fois qu'on a eu des affaires de ce genre qui touchaient aux autres partis, où ils ont sauté dessus à pieds joints pour se faire mousser et expliquer qu'ils étaient les arbitres des élégances. Il faut de la nuance, parce que c'est vrai que c'est un débat. Et je vois dans le chat, on papote, mais c'est vrai que voilà, il y a mon Ben Talagan qui dit non, fusible 86-56, une gifle dans le cadre d'une dispute, ça n'a rien à voir avec une relation toxique où l'on peut subir des sévices corporels disproportionnés au quotidien. J'ai vu passer le biscuit corps, c'est pas pareil, Rémi, il n'y a rien de choquant pour moi si une femme met une gifle à un homme, par contre l'inverse me pose problème. C'est un véritable débat, et c'est un débat qui est compliqué. Et bien sûr, je peux donner mon avis, mais je ne vais pas régler le souci, qu'on soit bien d'accord. Le débat est compliqué, c'est un débat complexe, effectivement. Est-ce qu'une gifle en termes de violence, bien sûr que c'est pas un coup de poing dans le visage, qu'on soit bien d'accord. C'est un débat qui est extrêmement compliqué, parce qu'on touche à de l'humain. Donc femme comme homme, couple hétérosexuel comme couple homosexuel, en vérité on s'en cire, on touche à une matière humaine. Donc on ne sait pas ce que vivent les gens. Effectivement, un jour on peut perdre les pédales. On ne peut pas non plus tous s'ériger comme ça en chevalier blanc et dire « Ah, c'est pas bien, la gifle et tout ». On ne sait pas. On vit tous des choses au quotidien qui parfois nous amènent un peu au bout. Où on peut être dans un élan de colère à faire des choses qui effectivement sont plus que problématiques et qui pourraient nous foutre en tôle, ou en tout cas nous valoir une réaction médiatique où on serait le dernier des salauds ou la dernière des salaudes. Ça existe, au féminin. Donc, voilà, et en plus, tout ça est de l'intime, on a une justice en France, c'est pour ça qu'il y a un secret de l'instruction, il y a une justice en France pour ces affaires-là, mais
ces débats-là, je veux dire, ça n'est pas parce que ça arrive à la France Insoumise qu'il faut commencer à le nuancer. Il a toujours fallu le nuancer. Mais imaginez seulement si Manuel Bompard avait dit ça à Sandrine Rousseau il y a 6 mois, quand Quatennens n'était pas dans les radars. Mais elle lui serait tombée dessus. Elle lui aurait mis un coup d'entrecôte dans la gueule. Parce qu'ils sont intellectuellement des pompes à vélo. Enfin, intellectuellement. Idéologiquement, ils sont des pompes à vélo. Je suis désolé. Mais ils se prennent les pieds dans cette grille mentale, cette grille idéologique dans laquelle ils ont voulu mettre la société à à fonctionner comme des robots. J'emprunte une expression à Marion Messina, que je salue, que j'ai vu hier, on a papoté. Marion Messina, que vous retrouvez dans Juste Mensuel, qui me parle effectivement, d'après elle me parle d'une société algorithmique, où l'extrême gauche, au sens large, la gauche, l'extrême gauche, ont voulu que les humains se comportent comme des algorithmes. Donc quelque chose d'extrêmement mécanique, sans variation, sans nuance. C'est A ou c'est B. Si vous êtes un homme, c'est que vous devez vous déconstruire. Si vous êtes blanc, c'est que vous êtes privilégié. Et donc, cette société algorithmique, elle m'a mis des étoiles dans les yeux. Voilà, c'est formidable. Voilà, c'est pour ça que je précise que c'est son expression, c'est son raisonnement à elle que je trouve brillant. Et effectivement, je suis d'accord avec elle. Donc, la France Insoumise a voulu que les humains deviennent des algorithmes. Et que tout fonctionne de manière mécanique, calibrée, prévue. Sauf que c'est de l'humain. Et un humain, il est imprévisible. Un humain, il peut tomber amoureux en 1 seconde, ou il peut tuer quelqu'un en 1 seconde. Et c'est de l'humain. Donc, la France Insoumise, idéologiquement, sur ces questions-là, pas sur tout le reste, pompe à vélo terrible, et ils se pètent la gueule. Et on peut plus les prendre au sérieux. On peut plus les prendre au sérieux. Comment voulez-vous, après qu'ils soient crédibles, quand ils vont aller attaquer d'autres partis sur des affaires similaires? Ce sont des glands, je suis désolé, ce sont des glands. Ce sont des glands terribles sur ces questions-là. Emmanuel Bompard, il est mignon comme tout, mais il vient apporter de la nuance. On l'a pas attendu. On l'a pas attendu. Sauf que quand on apportait quand d'autres gens apportaient de la nuance sur ces questions-là, quoi? Vous êtes en train de dire qu'une Jeep, c'est pas grave? Vous légitimez le viol? Vous êtes un salaud? Et qu'est-ce qui se passe face à ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est Marlène Schiappa qui a fait exactement ça, parce que l'opposition, forcément, sont aussi des glands. Alors Marlène Schiappa, effectivement, en plus, elle a écrit sur les glands, donc c'est un avantage. Et Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ça. La première ministre cette semaine que Jean-Luc Mélenchon banalise les violences intrafamiliales. C'est fort de dire qu'il banalise les violences intrafamiliales, alors qu'il a publié un tweet d'amitié et pour saluer Adrien Quatennens. Écoutez, moi je pense qu'il y a là encore plusieurs débats différents. Oui, je trouve que dans le débat, et quand on regarde les réseaux sociaux, il y a eu une banalisation terrible de ces faits, en utilisant... Ah, j'ai oublié la scène. Oh non, mais je suis con. C'est à cause d'Edouard. Ah, je le mets dans la sauce. Non, parce que là, il m'a parlé au cœur. Après, je vous mets le truc. Il me parle au cœur. Vous avez vu dans le chat, il m'a dit, oui, surveille ton WhatsApp. Parce qu'on va manger au restaurant à midi. Et il les réserve. Alors moi, forcément, il n'y a plus rien qui compte. Hein. Eh, c'est mignon comme tout, Twitch, je vous adore les amis. Mais quand on parle estomac, il n'y a plus personne. Et du coup, je me suis trompé d'écran. J'ai pas mis le truc en fait. Ouais, je suis désolé, mais il m'a demandé où on mange. Et en plus, potentiellement, on mange une fondue. Ah, l'opération bikini, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah non, les abdos, j'ai en vacances. Donc Edouard, voilà, j'ai répondu du coup. Mais là, je mets l'écran. Ah, c'est pas le bon, bordel. Voilà. Regarde, paf, là c'est... Oh putain. Ah c'est peut-être une fondue aussi, tu vas me dire. Non, bon bref. C'est partager l'idée exprimée par la première ministre cette semaine que Jean-Luc Mélenchon banalise les violences intrafamiliales. C'est fort de dire qu'il banalise les violences intrafamiliales, alors qu'il a publié un tweet d'amitié et pour saluer Adrien Quatennens. Écoutez, moi je pense qu'il y a là encore plusieurs débats différents. Oui, je trouve que dans le débat, et quand on regarde les réseaux sociaux, il y a eu une banalisation terrible de ces faits, en n'utilisant pas les termes juridiques de qualification appropriés, en utilisant des mots du quotidien. Oui, je trouve qu'il y a eu une banalisation des violences conjugales, mais encore une fois... Mais il y a eu, y compris par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas il y a eu quelque part en l'air comme ça, il y a des personnes qui ont banalisé. Oui, bien sûr, me parle le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui m'a choqué, mais je crois qu'il a choqué aussi des femmes et des hommes de la France Insoumise. Donc c'était une expression, bien sûr, tout a été dit d'ailleurs sur ce tweet et sur les réactions d'ailleurs après, y compris auprès des journalistes qui ont été pour le moins... Vous faites allusion à la séquence d'hier lorsqu'il est à nouveau interrogé par exemple sur son tweet oui. Et où il assume, oui, parce que je montre, tout en apposant la main sur la joue d'un journaliste. Pardon de le dire, et je le dirais
quelle que soit la personne. Je trouve que ça montre à quel point il n'a pas compris en fait les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre. Parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement, c'est mon cas, moi jamais j'irai vous attraper la joue, jamais. Pourquoi ? Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas frapper, c'est ne pas abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne, c'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter, etc. Et en allant saisir la joue d'un journaliste qui est un geste pour le moins déplacé envers qui que ce soit, et singulièrement envers la presse. Je veux dire, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental pour lequel, là encore une... Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, non, mais tu vois, elle m'a passé l'appétit. Elle m'a coupé l'appétit, celle-là. Celle-là. Ah, j'en peux plus. Ah non, mais tu vois, c'est pas une question femme-homme ou quoi. Hein. Je parle la cervelle. C'est le néant, bordel. Un album de Christophe Maé a plus de fond, quoi. Je veux dire, mais elle est bête. Cette séquence-là, c'est d'une bêtise. Ah, à mauvais lot. Ouais, quand je suis énervé, j'imite Bourvil, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais voilà, il est où le truc? Comment on fait? Faut me le mettre sur la Game Boy, ça, Edouard, en régie. Mets-moi l'instant grognon sur la Game Boy. Oh, putain. Ah, je suis énervé. Elle est bête. Cette séquence-là est bête. Comme je l'ai dit, attention, je dis pas on est bête, je dis pas que c'est une qualité intrinsèque de la personne. Je dis juste que par moment on est con. Ça arrive tous. Tu vois, moi tout à l'heure, tu me dis regarde le téléphone, et voilà. On est con, ça arrive. Parfois on est con. Et je suis souvent un abruti. Ça c'est vrai que je fais ce que je peux pour être un abruti. Mais là j'en peux plus, quoi. C'est d'une bêtise. Mais d'une bêtise. Oh! Paf! Ouais, je suis Louis de Funès également. Ah non, c'est con, mon Dieu. Oh. C'est à la fois du commentaire opportuniste. Donc, voilà, on occupe l'antenne pour s'ériger en valeur morale, alors que je veux dire, Marlène Schiappa, on l'a pas entendu. Quand il y a eu... c'était quoi cette affaire? Attends, je vais vous retrouver parce qu'en ce moment, c'est mon sujet, ça aussi. Attendez, c'était quoi? Voilà. Là, voilà, regardez cette affaire. Ouest France. On est d'accord, c'est officiel. 20 mai 2022. Pédophilie. Un député suppléant à LREM de la Loire renvoyé en correctionnel. L'homme soupçonné d'agression sexuelle sur des enfants et de détention d'images pédopornographiques comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Elle était où, Marlène Schiappa, à ce moment-là? Allô, Marlène? Oui, plutôt d'écrire des livres sur les tubs. Est-ce qu'on peut parler? Je t'entends pas. Il y a personne, en fait. Voilà, là, il y a Bubule. Elle est où? Marlène? Ben, on sait pas. Ben voilà, là, il n'y a plus personne. Par contre, pour commenter un sujet qui relève du privé, rappelons-le, parce qu'elle est mignonne comme tout, de venir expliquer, oui, on utilisait des mots du monde juridique et tout. Ben, en fait, ta gueule. Je suis désolé, ta gueule, parce que tu devrais d'abord rappeler que tout ça ne doit pas sortir dans la presse et que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de respecter la loi. Donc, Marlène, au départ, tu dois nuancer un petit peu, ma chère Marlène. S'il vous plaît, vous devez nuancer, je respecte. Mais au bout d'un moment, cette cagolerie permanente, d'elle comme les autres, hein, les commentateurs de l'opposition, quel qu'il soit, cette cagolerie permanente qui revient à dire « Oui, vous avez vu comme nous, moralement, on est beau, et vas-y qu'on s'astique le manche en direct. » Ben, ils sont mignons comme tout, mais sur une affaire de pédophilie d'un député suppléant à l'REM, elle est en marche, la République, ou il n'y a plus de piles? On ne sait plus. On ne sait plus. Là, il n'y a personne. Parce que... elle devait écrire un livre. Ils écrivent des livres. Véran, Par-delà la vague. Elle, c'était quoi? C'est son dernier livre à la con, là. Mais il faut que je le fasse, ça d'ailleurs. Je vous avais promis que je le lirais. Je vais lire l'intégrale de Schiappa, j'en peux plus. Mais regardez sa bibliographie à la con. Google, livre Marlène Schiappa. Oser l'amour des rondes. Pas plus de 4 heures de sommeil. Sa façon d'être à moi. Bon, la culture du viol, c'est pour lutter contre le viol, hein, attention. Maman travaille. C'est une bonne situation, ça, ministre, sorti en 2022. Si souvent éloigné de vous, sorti en 2018. Entre toutes les femmes, sorti en 2020. Mais regardez toutes ces merdes.
Et après, tu peux aussi chercher livre Marie Minelli, parce que c'est son nom de plume. Bon, alors avant d'avoir un nom de plume, il faudra avoir une plume, mais c'est pas grave. Oser l'orgasme féminin. Oser la première fois. Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours. Voilà, ça c'est un livre signé Marie Minelli, qui est le pseudonyme de Marlène Schiappa. Les filles bien n'avalent pas. Allô Marlène, oui, comment on fait? Je n'entends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est de la merde ou c'est pas de la merde? Comment on fait? Je remets l'instant grognon, j'en ai rien à foutre. C'est de la merde. J'ai réfléchi, c'est de la merde. Et tu vois, mais regardez-moi ces énormes dos basses. Les filles bien n'avalent pas. Je l'ai, ce putain de livre. Il est où? Il est où le livre? On m'a volé. On m'a volé. On m'a volé ce trésor. Je sais pas où il est. C'est un scandale. Véritable scandale. C'est de la merde, c'est de la merde. Ouais, non, c'est une cata. On va le lire, hein. Mais putain. C'est... Idée reçue numéro 8. Tu vois, il y a même des fautes. Il y a écrit WID, regarde. Les filles refont le lit juste après l'amour. En fait, c'est pas un roman, c'est un truc à la con, avec des idées reçues. Alors, idée reçue, Marlène Schiappa sait écrire, tu vois. Normalement, c'était le 1, ça. Voilà. Les grands auteurs sont des cons. Tu vois, t'as ça. Avec des citations. T'as une citation de Platon qui dit « L'utérus est un animal qui désire engendrer des enfants. Lorsqu'il demeure stérile trop longtemps après la puberté, il devient inquiet et s'avançant à travers le corps et coupant le passage à l'air, il gêne la respiration, provoque de grandes souffrances de toutes espèces de maladies. » Et Marlène Schiappa commente Platon, quand même. Avec une telle conception de la femme, Platon a dû se prendre une fameuse série de râteaux. On comprend mieux pourquoi les amours platoniques désignent des non-rapports sexuels. Non, ta gueule, ta gueule. Marlène Schiappa qui critique Platon. Ouais, ça répond toujours pas. Donc non, mais ça m'énerve. Ouais, je suis énervé en fait. On va le lire ce truc. On va le lire. Je veux pas en fait. Je repousse un max, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ça me rend grognon. Ça me rend grognon. C'est que qu'elle soit ministre, secrétaire d'État, c'est pas grave parce que elle a aussi fait des trucs, qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même eu des trucs chouettes sur Maman Travail pour aider les mères au foyer, pour donner des conseils et tout machin. Bon, elle a expliqué comment frauder la CAF, mais bon, qu'importe. Donc attention, je taille un peu pour la blague, Marlène Schiappa, mais il y a aussi des trucs chouettes, qu'on soit bien d'accord. Mais putain, sur les livres, quoi. Puis le niveau, quand elle vient commenter comme ça, là. Ah ouais, non, il y a déjà le terme juridique. Non, putain, Marlène. T'étais pas là quand il y avait un député suppléant à l'REM au tribunal pour pédophilie. Vous êtes pas crédible, vous êtes nuls, la République en marche. Il y a Damien Abad. Bon, alors c'est sûr qu'il a une démarche, on dirait un T-Rex. Mais je veux dire, il a des accusations terribles. Il est toujours là. Ça n'a dérangé personne. Donc on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce monde politique qui est pourri de partout. Et ils envoient tous les leçons. Je veux dire, mais on dirait un combat de serial killer. Tu sais, toi, t'as égorgé combien de chats? 14. Oh, le nulos. Je suis à 2000. Et tu sais, c'est un combat. C'est à qui sera le moins une ordure, en fait. C'est quoi? C'est un monde politique ou c'est une usine de recyclage de déchets? On fait comment, en fait, avec ça? Et donc, après, quand t'as des types qui arrivent, qui n'ont pas de dossier, du Jean Lassalle, du Poutou, du Artaud, du Asselineau. Alors, il y a peut-être un dossier avec lui, ils ont essayé de lui foutre un bail sur le dos, on sait pas quoi. Ça, il n'a pas été condamné pour l'instant. Mais t'as les types qui débarquent, qui n'ont pas de dossier. Alors, trop drôle, il met un t-shirt à la télé. Il est ouvrier.
bah, ta gueule en fait. Et donc ces gens-là, ils débattent même plus. On n'en a plus rien à cirer. Ils sont même pas invités sur TF1 au débat de la présidentielle. Et donc on doit se battre comme ça avec des mecs qui se renvoient des sauts de merde à la gueule pour savoir qui sera le plus une ordure. Là, ça m'énerve. Et en plus, j'ai faim. C'est pour ça que voilà, j'ai faim. Je suis énervé. La fondue, j'en veux 8. Edouard, tu appelles le restaurant, je veux 8. Ah non, mais ça m'énerve. Ouais, tu vois, je suis énervé. Et ah, mais toujours la banane. Mais c'est vrai que ça commence gentiment à me briser les couilles. Je suis vulgaire, en plus, c'est pas le genre, tu vois. Je suis désolé, il y a peut-être des jeunes qui regardent, faut pas dire des gros mots. Mais c'est vrai que non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que cette affaire-là, je veux dire, t'as de l'opportunisme politique, ça pue de partout. Euh, et on va en manger pendant une semaine. Tu vois, sur Twitter, t'as déjà des trucs où ça reparle de Marie Trintignant, tu vois, qui a été assassinée par Bertrand Cantat. Et ça reparle de ça, tu vois. C'est qui, lui, regarde. Rémi Kasprzik, vice-président CPTS, je sais pas ce que c'est. Territoire de progrès. Donc c'est la Macronie, tu vois. Et regarde ce qu'il met sur machin, là, sur Twitter. Pourquoi il y a un instant de revenir encore ? Ah, je voulais pas, désolé. Allô Houston, j'ai pas fait exprès. Désolé. Ah ouais, j'ai pas verrouillé le truc, je comprends rien. Je comprends rien. Merci à D7 Bugs qui vient de subprime, merci beaucoup. Et tu vois, donc Rémi, déjà il a un bon prénom. Normalement, tu t'arrêtes là, t'as gagné. Pensée pour Flavie Flamand, Valérie Damido, Karine Le Marchand, Lio, Raphaël Ricci, Loana, Rihanna, Olberry, Whitney Houston, Tina Turner, Marie Trintignant et toutes ces milliers de femmes meurtries où tout a commencé par une gifle. Bon part que la honte vous étouffe. On est à quel niveau de cagolerie en fait ? C'est qui Rémi ? T'es qui en fait pour dire aussi n'importe quoi comme ça ? C'est con, il a une bonne gueule, t'as envie de prendre l'apéro avec lui, il a une barbe, il a une chemise à la con, enfin, normalement ça va, tu vois, mais te prends pas au sérieux. T'es un crétin pour dire des trucs comme ça, donc c'est pas grave, tu vois. Et t'as cette opposition, pareil, on l'a pas entendu, le monsieur, il est proche de la Macronie, il a pas quitté son parti parce qu'il y avait un député suppléant qui était pédophile, ou en tout cas accusé de pédophilie, présomption d'innocence. Donc au bout d'un moment, ça va, quoi. Au bout d'un moment, ouais, je sais, qui veut se battre ? Je suis prêt pour la castagne. Merci à Fredo Diabolo, mon Fredo, qui vient de subprime, c'est le deuxième mois. T'es un frérot, mon Fredo. Donc, non, mais ça m'énerve, tu vois. Je suis humaniste au départ. Hein. Je suis gentil, vraiment, je fais pas de mal à une mouche. Mais il m'énerve quand même. Franchement, il m'énerve. Et là, on va en bouffer pendant un mois, hein, vous allez voir. Hein. Pendant une semaine, Bompard, il va se faire tomber dessus, et tout le monde va parler de ça. Mais c'est normal, hein, c'est l'arroseur arrosé. Mais quand je vois tous les autres qui viennent se donner une morale, essayer de se lustrer le poireau avec ça, ça m'énerve. Ouais, je sais, il y a Mister Series 76 qui dit tu nous régales ce midi. Mais merci, déjà. Mais je suis énervé. Et en plus, j'avais dit que je parlerais d'Mbappé. Bon, là, laisse tomber, je vais me défenestrer. Bon, alors, je suis au sous-sol, je vais pas me faire mal, mais putain. Mbappé, quoi, il se maraboute. On en est où, en fait ? Ils se maraboutent les uns les autres. L'équipe de France, t'as 17 blessés. Hier, on a joué l'Autriche, là, où, ouais, 2-0, on a gagné. T'es obligé de faire jouer le cuistot de l'équipe en attaque. Merci à Jidodo66 qui vient de sub, merci, c'est le 4e mois, qui dit j'adore les coups de gueule, ça fait du bien. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est juste grognon. C'est Benoît P qui dit ça, il a raison, mon Benoît. Ah non, mais Giroud a marqué, c'est super, tu vois. Mais tout le monde est blessé. Le kiné a dû jouer gardien, enfin c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Et l'autre, alors le Martin Luther King en protège tibia, j'en peux plus d'Mbappé. Cagole aussi, pompe à vélo aussi lui. Je le déteste. Je vous l'ai dit la dernière fois. Maintenant c'est officiel, j'en peux plus. Je le déteste. J'en ai marre de ce guignol qui vient, pareil, se lustrer la morale. Tiens, ça c'est une expression. Ça. Je vais la déposer à la SACEM. Il vient se lustrer la morale dès qu'il faut prendre des positions, tout ça, ouais, LGBT, l'Ukraine, la paix, la liberté, les hirondelles. Mais tu joues dans un club détenu par le Qatar et tu vas jouer au Qatar, crétin. Donc alors ok, ton portefeuille c'est le PIB du Nicaragua, j'en conviens. Mais on n'en peut plus, quoi.
On n'en peut plus de Kylian Mbappé, on n'en peut plus. De toute façon, le destin va peut-être faire, je lui souhaite pas du mal, mais il va se faire les croisés, il va finir au FC Guignon comme tout le monde, et puis c'est tout. C'est un super joueur, mais au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre, ça reste du football, quoi. Ça reste du football. Donc au bout d'un moment, l'autre, il peut pas prendre la parole sans que t'aies tous les médias. Ah, il parle bien, putain, vous avez vu, il a fait une phrase, sujet, verbe, complément, putain. Et ils sont tous comme ça, et Mbappé fait nous dessus. Et par contre, pour aller dire que oui, en fait, tu vas aller jouer au Qatar, on bute des homosexuels, comment ça se passe? Il y a des esclaves qui sont morts sur les chantiers, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, mais le football, il a changé. Voilà, allez, ça dégage. Donc au bout d'un moment, ça va, tu vois. On n'en peut plus, toutes ces cagoles, là, on n'en peut plus. Cette Coupe du Monde, j'en ai rien à foutre, je vous l'ai dit. Hein. Je veux qu'on perde, qu'on se fasse sortir en phase de poule. On a le Pérou, le Danemark, le Vatican, là, je sais pas quoi, on a un groupe à la con. Je veux qu'on se fasse défoncer. Je veux 8-0 contre le Pérou. De toute façon, je suis péruvien, j'en ai rien à foutre. Donc, non, ça va, c'est bon. La Tunisie, voilà, c'est ça. Danemark, Pérou, Tunisie, merci beaucoup. Ah, c'est bon, on n'en peut plus, on n'en peut plus. L'autre, t'as Pogba, alors il a le genou dans la boîte à gants, peut-être qu'il va revenir. Il maraboute son collègue. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des histoires de pognon avec ses frérots, là, Mathias Pogba, Jean Pogba, je sais pas quoi. L'autre, il fait des vidéos, il dit oui, mon frère, je sais pas quoi, il balance sur son frère. Et apparemment, Pogba aurait payé 4 millions d'euros pour marabouter Mbappé. Mais c'est les Simpsons ou c'est du football? C'est quoi l'histoire après? Il y en a un, il va jouer en dromadaire, on a les défenseurs centraux qui vont s'emmancher à la mi-temps dans les vestiaires. On en est où? On avait eu le bus de Naïsna déjà. Ils descendaient pas du bus. Bon bref, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la porte parce qu'ils sont cons comme des louches, mais c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, ils se maraboutent. Il se maraboutent. T'as le PDG de la Fédération Française de Football, 80 baloches, il harcèle ses collègues, t'as un scandale de pédophilie, d'agression sexuelle sur mineurs qui a été couvert, d'après les révélations de Molina, il n'y a pas de procès, tout va bien. Nickel. Allez, football, plat du pied, sécurité. Mais non, en fait. On peut en parler de cette affaire d'agression sexuelle, d'harcèlement sur mineurs couvert depuis 30 ans au niveau de la fédération? On en parle ou on fait comment? Donc c'est football en fait. Hop, passement de jambe. Mais non, passement de jambe, il n'y a pas passement de jambe d'abord. Il y a passage devant le tribunal, après on verra s'il y a passement de jambe. Mais on n'en peut plus. On va sérieusement se présenter à une Coupe du Monde au Qatar avec ce qui se passe actuellement, qu'il se passe ça ou qu'il se passe rien d'ailleurs. On va se présenter là-bas alors que tu as un scandale d'agression sur mineurs dans la fédération de football. Ouais, je suis grognon. Je suis énervé, puis il est 12h25. On se rapproche de l'heure du restaurant. Ah, non, mais c'est... Non, mais je te dis ça, je suis un peu brut de pomme aujourd'hui. Hein. Mais, ouais, pareil, c'est vrai, il y a Gaëtan du 44. Les histoires... Pareil, Amraoui Diallo. L'autre, elle voulait péter les jambes à sa collègue. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire, c'est 2 joueuses du PSG, puis de l'équipe de France, je sais pas quoi. Puis ils s'aiment pas trop, tu vois, elles sont pas copines. Et apparemment, alors on ne comprend rien, il y a 14 000 personnes encore là-dedans. Apparemment, Diallo, elle a appelé des types pour péter les jambes d'Amraoui, avec une barre de fer. Et effectivement, Amraoui s'est fait agresser, alors qu'elle se faisait ramener en bagnole je crois, par Diallo, justement, je sais plus par qui, bon, qu'importe. Il y a 2 types cagoulés qui ont pété les jambes. Enfin, qui ont voulu péter les jambes. Puis tu sais, j'allais te dire, bon, du coup, c'est pas grave, on va regarder le rugby. Bernard Laporte, il est au tribunal en ce moment, devant le parquet national financier. Ouais, pour des trucs un peu de... Je sais plus si le motif de corruption a été retenu, mais l'affaire avec Mohamed Altra, donc le milliardaire du côté de Montpellier, qui est devenu sponsor de la Fédération Française de Foot, de l'équipe de France de rugby, pardon, qui a racheté... Mohamed Altra d'ailleurs. Qui a racheté le club de rugby Montpellier, tout machin, qui est champion en titre en plus. Enfin, franchement, ça va finir. Moi, je vais m'inscrire à la fédération de bowling. Hein, et j'aurai pas de problème. Hein. J'ai déjà fait cette vanne la dernière fois, mais je l'aime bien. Au moins, eux, ils mettent des doigts dans les trous, mais ils ont le droit. J'adore cette vanne. Elle sera dans le spectacle, ça c'est sûr. Donc, non, je comprends rien. Putain. C'est le sport, je veux dire. Au départ, tu fais une passe en arrière, tu fais un passement de jambe, Qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Là, ils s'en mangent tous, ils se pètent les jambes, ils se maraboutent. Alors, du pain et des jeux, je veux bien, mais remettez-nous les jeux. Moi, je vais regarder la Nationale 2 au foot maintenant, hein. Ou Régional 2, je sais plus ce qu'il y a, ils ont changé le nom des championnats. Mais on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est que des trucs de fous furieux maintenant. L'autre, alors, Benjamin Mendy, pareil, l'équipe de France de foot. Alors lui, il est pas prêt de rejouer. Il est au tribunal en Angleterre pour des histoires pareilles, d'agressions sexuelles, de viols, de je sais pas quoi. Ils font des sextapes de partout. Ils démontent des meufs dans la terre entière, ils sont contents. Mais les mecs sont zinzin en fait, hein. Et c'est normal, hein. Tu prends du pognon comme ça. Moi, je t'avoue, si je gagne 10 millions d'euros avec juste milieu, je vais péter les plombs, hein. Je vais manger une fondue tous les jours. Je vais m'acheter du Fleury Michon. La mousse de canard Fleury Michon. T'as la tête de Joël Robuchon, moi je l'adore. Je vais m'en faire des masques de beauté. Je vais devenir fou. Alors bon, je vais devenir fou dans mes dimensions. Ce sera pas non plus un max de fun. Je vais aller à la Fnac, je vais acheter tout le rayon livre. M'en fous, je suis millionnaire. Voilà, je vais péter les plombs, mais dans mon domaine, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont zinzins, hein. Et d'un côté, bon, je vais pas les plaindre, mais ça peut se comprendre. Mais ils deviennent complètement fous. Donc, ouais, c'est du pain et des jeux. Mais ouais, avec la mousse de canard, maintenant, plus ça va, plus je préfère du pain et du pain, en fait. Au moins, on est tranquille. Enfin bon, bref. Quelle histoire, les amis, il est midi 29, il est l'heure du manger. J'ai faim. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Voilà, on n'a pas poté, je vous dis, j'étais grognon, mais vous êtes voilà, plus de 500, plus vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est que du plaisir. Donc, les amis, les rendez-vous de ce qui arrive, hein, pour ce week-end, puis on se retrouve lundi sur la matinale, hein. Semaine plus normale. La semaine prochaine, ça a été un peu chamboulé cette semaine, mais voilà, c'était pour une bonne raison, pour la bonne cause. Alors, pour le programme, que je vous dise tout, on se retrouve demain sur Juste Culture à 19h pour l'interview de Jean-François Duval, que j'ai eu la chance de rencontrer au festival de bouquins du côté de Morges, festival Le Livre sur les quais, c'était en Suisse. Et Jean-François Vidal, qui est l'un des plus grands spécialistes français de la Beat Generation. Oui, il faut bien finir ma phrase, parce que sinon, plus grand spécialiste de la beat. Non, c'est plutôt ça. Non, la Beat Generation, vous connaissez peut-être un courant d'écrivains américains avec Allen Ginsberg, William Burroughs et Jack Kerouac, que vous connaissez sûrement peut-être à travers le livre Sur la route, notamment, et qui a été adapté en film, super film, par Walter Salles, si je dis pas de conneries, le réalisateur. Et donc, Jean-François Vidal, qui est un spécialiste qui a rencontré d'ailleurs certains membres de la Beat Generation, qui est vraiment un livre ouvert sur cette période littéraire-là, qui nous explique pourquoi c'est un vrai tournant dans la littérature américaine, mais aussi dans la littérature internationale. J'ai eu la chance de le rencontrer pour la sortie de son nouveau livre. Le petit interview, c'est demain à 19h, si ça vous tente, sur Juste Culture. Et feu d'artifice, dimanche soir, feu d'artifice, on se retrouve, ce sera dimanche à 18h sur la chaîne des Incorrectibles d'Éric Morillo. Bien sûr, le rendez-vous est là, soyez nombreux sur la chaîne de l'ami Eric. Et sur Juste Milieu, il y aura juste les 10 premières minutes de la vidéo pour faire un petit contenu sur Juste Milieu. Pour vous, ceux qui connaissent pas peut-être Eric Morillo, pour ramener vers sa chaîne, il y aura un lien. Et comme ça, tout le monde pourra aller regarder sur la chaîne des Incorrectibles. C'est dimanche à 18h sur Juste Milieu et sur les Incorrectibles, bien sûr. Et du coup, il y a mon Laurent qui a raison qui dit ça. Du coup, la vidéo qui était prévue, l'Agnès Pannier-Runa Show, s'est tournée, il faut que je fasse le montage, ce sera lundi. Voilà, ce sera lundi, le programme est un tout petit peu chamboulé, mais c'est pour la bonne cause. Là, on va se régaler, 1h30 d'interview, c'est que du plaisir. Donc ce sera lundi, l'Agnès Pannier-Runa Show, où j'ai relevé toutes les pépites, hein, elle est longue la vidéo, il y a de quoi faire. Donc les amis, les copains, merci. Voilà, j'en secoue le micro. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, d'être là, de soutenir l'aventure. C'est complètement fou, c'est que le début. Moi je vous le dis, on continue de se fendre la gueule, même si parfois on est un petit peu grognon, mais on se régale, c'est que du plaisir. C'est fou, ce qui arrive, c'est fou, ce qui va arriver, c'est une aventure de zinzin et tout ça. C'est grâce à vous. Donc on y va, pleine balle. En attendant, si vous voulez faire un petit tour sur la Juste Boutique, vous le savez, on s'en cache pas, hein. Si on fait un peu de pognon derrière, ça finance des trucs, voilà. Du matos, les nouveaux formats. On a normalement une nouvelle revue qui va arriver à la fin de l'année. Je dis ça parce que c'est vous, mais ça reste là. Donc si vous voulez faire un petit tour sur la boutique, vous faire plaisir, un petit cadeau, un petit machin, c'est que du plaisir.
Les amis, on finit là-dessus. Je vous embrasse. Bon appétit. Bon courage pour ceux qui sont au boulot cet après, mais peut-être même ce week-end. Bon courage pour ceux qui sont à la baraque avec les gosses ou à la baraque sans les gosses. Voilà, bon courage de manière générale. Je vous embrasse. Je vous aime. Vive la rigolade, vive la France. Allez les amis, ciao ciao.